Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse carrément fascinante. On va décortiquer les théories de l'analyste géopolitique Asma Mala. Dans son récent ouvrage, elle pose un regard super perçant sur notre paysage numérique actuel et surtout sur cette fusion sans précédent entre le pouvoir de l'État et celui des géants de la tech. Le but de cette explication, c'est de nous donner des clés claires pour comprendre un monde qui, honnêtement, ressemble de plus en plus à un roman de science-fiction. Pour bien démarrer, pensons à cette fameuse citation de l'auteur de science-fiction William Gibson « Le futur est déjà là, il est juste inégalement réparti ». C'est en plein le point de départ de notre analyse d'aujourd'hui. L'idée ici, c'est que la dystopie cyberpunk, c'est plus juste des films ou des livres. C'est un phénomène qui est déjà bien ancré dans notre réalité de tous les jours. Les grosses ruptures technologiques se passent directement sous nos yeux, même si on n'a pas tous encore saisi la vraie ampleur du truc. Au menu de notre analyse, premièrement, le cyberpunk dans la réalité. Ensuite, le simulacre politique. En 3, l'avènement du dit Léviathan, suivi du dilemme de l'Europe. Et pour finir, on parlera de la résistance intime. Un beau parcours pour se bâtir un tout nouveau vocabulaire sociopolitique. On attaque tout de suite avec le premier point, le cyberpunk dans la réalité. Il y a un décalage qui est vraiment frappant nos jours. D'un côté, nos institutions classiques ont de la misère à sortir du 20e siècle, et de l'autre, les milliardaires de la tech sont déjà en train de programmer notre 22e siècle. C'est fou quand on y pense. Ça illustre parfaitement le constat de l'auteur. Les univers sombres imaginés par des visionnaires comme George Orwell ou Philip K. Dick, c'est plus de la fiction pantoute. On parle de villes surpeuplées, de gens complètement isolés malgré leur cellulaire, de mégacorporations hyper opaques et d'États qui rament pour réguler un secteur qui les dépasse totalement. C'est notre quotidien et il faut apprendre à dealer avec ça. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, le simulacre politique. Faut d'abord définir ce qu'est un simulacre. C'est un concept emprunté au philosophe Jean Baudrillard. Un simulacre, c'est en gros quelque chose qui imite les codes d'une réalité qui est déjà à la base artificielle, un peu comme un parc d'attractions. L'auteur prend ce concept et l'applique à des figures politiques modernes comme Donald Trump. L'idée, c'est que ce mouvement n'est pas un copier-coller des dictatures du 20e siècle, mais plutôt une espèce de performance postmoderne. Ça imite l'autorité dans un monde où tout est devenu spectacle. La différence avec le passé est super claire. Les dictatures des années 1900 s'appuyaient sur une brutalité et des structures d'État très rigides. Le simulacre d'aujourd'hui, lui, il s'inspire plutôt de l'âge d'or américain, le fameux Gilded Age. La stratégie a complètement changé. Aujourd'hui, on inonde l'espace de signes de flux constant, d'un bruit tellement saturé que des adversaires sont pris au piège. C'est une double contrainte parfaite. Si on ignore le bruit, on passe à côté de l'événement, et si on le commente, on le valide. C'est exactement ce qu'on appelle la fluocratie, une gouvernance qui est complètement dictée par un flot incessant d'images et d'indignations préfabriquées. Le vrai débat citoyen remplacé par une illusion de polarisation extrême. C'est quand même ironique, parce que cette hyper-réalité virtuelle contraste souvent avec la vraie vie, celle où les gens sont encore capables de jaser bien calmement à la machine à café ou à l'épicerie sans se crier des noms. Et ça nous propulse dans notre troisième point, l'avènement du dit Léviathan. Historiquement, le philosophe Thomas Hobbes parlait du Léviathan pour décrire l'idée de céder une partie de sa liberté à l'État pour être en sécurité. Sauf que ce contrat social y a pas mal éclaté. À la place, on a vu naître une nouvelle patente à deux têtes qu'on appelle le dit Léviathan. Une alliance entre la Big Tech et l'État, le Big State. Ce nouveau monstre opère un contrôle algorithmique hyper doux. Il capte tout, mais attention, sans nous donner la moindre garantie sociale en retour. Si on regarde l'anatomie de cette bibette-là, en fait, de cette créature, la dynamique est évidente. D'un côté, on a les oligarques de la tech qui contrôlent les infrastructures vitales, le cloud, l'IA et même nos données biologiques. Ils sont littéralement en train de privatiser l'avenir. De l'autre côté, l'État compense sa perte de contrôle en devenant super axé sur la sécurité, avec un maintien de l'ordre de plus en plus militarisé et un discours sur l'ennemi de l'intérieur. Les deux têtes travaillent ensemble, mais chacune pousse son propre agenda. Le résultat de ce beau mélange, c'est ce que l'analyse appelle le totalitarisme cognitif. On parle plus juste d'une caméra dans la rue, on parle d'une gouvernance de nos esprits. Les algorithmes capturent nos données les plus intimes pour changer nos normes de société en douce. C'est un tri opaque qui classe les gens selon des critères qu'on voit même pas. Bref, un contrôle quasi total, mais sans jamais prononcer le mot hanté. Passons au quatrième point, le dilemme de l'Europe. Concrètement, l'Europe se retrouve hyper vulnérable, et ce, en 3 étapes. 1. Une dépendance numérique immense envers les infrastructures américaines. Pour donner une idée, l'auteur rappelle que les entreprises privées ont carrément pu suspendre les comptes de responsables de la Cour pénale internationale. C'est un pouvoir extraterritorial énorme. 2. Une dépendance militaire via l'OTAN. Et 3. L'importation pure et simple des guerres culturelles menées par ces mêmes milliardaires de la tech. Donc l'Europe fait face à cette question assez brutale. Vassalisation ou émancipation? L'analyse est claire, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alternative souveraine crédible sur la table pour éviter de dépendre de ce nouvel empire.
Le coût politique d'un choix comme de l'autre s'annonce astronomique. Ce qui nous amène à notre cinquième et dernière section, la résistance intime. C'est ici que ça devient très personnel. L'auteur lance un avertissement qui donne froid dans le dos. Notre premier gros obstacle, c'est le besoin compulsif de toujours réagir. Le fait de scroller à l'infini et de commenter l'actualité à la vitesse de l'éclair, ça tue la pensée profonde. On n'a plus le recul nécessaire pour comprendre les menaces qui nous pendent au bout du nez. Prendre de la distance, c'est littéralement devenu une urgence. Heureusement, il y a des solutions. D'abord, faut nommer la réalité et oser douter des histoires qu'on nous sert comme des vérités absolues. Ensuite, on doit adopter une vraie hygiène cognitive. Ça veut dire fermer ses écrans, limiter son exposition au numérique de son plein gré et finalement, faire un pas de côté pour réinvestir dans le vrai monde, le monde physique. Créer des vrais liens, c'est en soi un acte de résistance politique. Au fond, c'est vraiment la reconquête de notre propre sphère intime qui devient notre meilleure défense. En protégeant notre vie intérieure contre cette machine à inspirer nos données, on vient carrément mettre du sable dans l'engrenage. Un souper sans cellulaire, apprécier la poésie de la vie quotidienne, avoir de vraies connexions humaines palpables, les algorithmes ne peuvent rien contre ça. La vraie résistance se trouve là où la technologie ne peut pas entrer. Et on termine avec cette réflexion vraiment provocatrice du livre. Est-ce que le confort moderne ne serait pas le véritable ennemi de la démocratie? Quand nos applications sont tellement fluides, tellement personnalisées pour nous plaire, est-ce que ça n'aurait pas fini par endormir notre vigilance de citoyen? C'est une question capitale qu'on devrait tous se poser sur la place qu'on laisse à la technologie, de la gestion de l'État jusqu'au fond de nos propres pensées. Merci d'avoir suivi cette explication en espérant que ça vous donne, ou plutôt que ça donne le goût à tout le monde de creuser un peu plus ces enjeux fascinants.